C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le verdict dans l'affaire Boualem Sansal. La cour d'appel d'Alger a confirmé la peine de 5 ans de prison ferme à l'encontre de l'écrivain franco-algérien. Il est emprisonné depuis plus de 7 mois. Ses proches espèrent une grâce présidentielle. Les détails dans un instant. Le projet de nouvelle constitution rendu public en Guinée. Le pays passe du quinquennat au septennat et le général Mamadi Doumbouya est autorisé par ce nouveau texte à se présenter à la présidentielle. Nous serons à Conakry dans un instant. Et puis en Centrafrique, cela fait près d'un an qu'une centaine de personnes ont péri dans un naufrage sur la rivière Mpoko, près de Bangui. Les autorités avaient promis de renforcer la sécurité sur les voies fluviales. Qu'en est-il un an après? Reportage à la fin de ce journal. Il est au cœur d'une grave brouille diplomatique entre l'Algérie et la France. Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien, a été condamné à 5 ans de prison ferme. La cour d'appel d'Alger a confirmé la peine prononcée en première instance. L'état de santé de l'écrivain franco-algérien est très préoccupant et il est emprisonné depuis plus de 7 mois. Ses proches espèrent une grâce présidentielle à l'approche du 5 juillet, fête de l'indépendance en Algérie. Natalia Odicharia. La justice algérienne a tranché. Ce mardi, la cour d'appel d'Alger a confirmé la peine prononcée contre Boualem Sansal, 5 ans de prison ferme pour l'écrivain franco-algérien. Emprisonné depuis novembre dernier, notamment pour ses déclarations aux médias français d'extrême droite Frontières, Boualem Sansal estimait quelques semaines plus tôt que l'Algérie avait hérité sous la colonisation française des territoires appartenant jusque-là au Maroc. Dans la foulée de cette condamnation, le gouvernement français a réagi sans attendre. Le Premier ministre espère une grâce présidentielle. La situation que Boualem Sansal subit est une situation que tous les Français et le gouvernement français trouvent insupportable, à juste titre. Je ne doute pas et je sais que toutes les instances exécutive depuis le président de la République jusqu'au gouvernement agissent en ce sens. Jusqu'à présent, les multiples demandes de libération ou d'une grâce présidentielle réclamées par Emmanuel Macron en personne n'ont pas abouti. Jugé critique dans ses ouvrages envers le pouvoir algérien, ses livres connaissent un succès peu apprécié par le gouvernement national. En Algérie, on a censuré mes premiers livres parce que c'était des attaques frontales contre le pouvoir que je nommais par leur nom. M. Bouteflika, M. Boumedienne, etc. Et l'islamisme, c'est pareil. Et donc, évidemment, je me suis fait énormément d'ennemis. Sa condamnation ce mardi vient aussi aggraver une crise diplomatique déjà aiguë entre Paris et Alger. La brouille sans précédent entre les deux pays a été marquée ces derniers mois par des expulsions de diplomates de part et d'autre et un gel de toutes les coopérations. En Guinée, le projet de nouvelle constitution a été rendu public à la télévision nationale. Dans ce nouveau document, la durée du mandat présidentiel qui était de 5 ans passe à 7 ans. Il permet également au général Mamadi Doumbouya de se présenter à la future présidentielle. La correspondance à Conakry de Manu Diakité. Le point central de cette future constitution guinéenne est la durée du mandat présidentiel allongée à 7 ans et renouvelable qu'une seule fois. Au cours d'un vote à huis clos du nouveau texte, les conseillers du CNT, l'organe qui fait office de parlement, avaient initialement opté pour un mandat présidentiel de 5 ans. Mais selon Dansa Kourouma, président de l'organe, cela ne correspondait pas aux aspirations populaires formulées, notamment lors des consultations de février-mars 2022. Dans le document, on note également le droit à la candidature indépendante avec un système de parrainage, mais aussi la création d'un Sénat. Au cours d'une conférence de presse, Dansa Kourouma a affirmé que ce nouveau texte donne le droit au général Mamadi Doumbouya de se présenter à l'élection présidentielle, contrairement aux dispositions de la charte de la transition. Le projet de constitution doit être soumis à référendum qui devrait se tenir le 21 septembre 2025. L'opposition n'a pas encore réagi à ce projet de constitution.
Au Mali, des djihadistes ont attaqué mardi des positions de l'armée malienne dans plusieurs villes de l'ouest du pays, dont Kaes, ville située dans une région ayant des frontières avec le Sénégal. L'armée affirme avoir neutralisé plus de 80 terroristes. De leur côté, les djihadistes du JNIM affirment avoir pris le contrôle de 3 casernes dans des localités situées dans l'ouest du pays. En Afrique du Sud, les tensions sont vives au sein du gouvernement d'union nationale. L'Alliance démocratique, parti d'opposition, a porté plainte aujourd'hui contre un ministre de l'ANC du gouvernement. Un autre membre du gouvernement avait été limogé en fin de semaine dernière. Les explications de notre correspondante Caroline Dumais. C'est dans cette station de police juste derrière moi que l'Alliance démocratique, le premier parti d'opposition, a porté plainte contre la ministre ANC de l'Éducation supérieure, Madame Kabani. Elle est accusée d'avoir menti au Parlement, elle est accusée d'avoir nommé des hauts fonctionnaires dans son département sans l'accord du comité parlementaire. Elle aurait brassé des millions de randes, elle est accusée de corruption. Alors chacun se demande si cette affaire ne fait pas suite à une autre affaire en début de week-end, quand Cyril Ramaphosa, le président, a limogé un vice-ministre de l'Alliance démocratique, Andrew Whitfield, le vice-ministre du Commerce et de l'Industrie, qui a perdu son poste parce qu'il s'était rendu à Washington sans autorisation du gouvernement à un moment où les tensions étaient grandes entre Washington et Pretoria. En tout cas, rien ne va plus dans le gouvernement d'union nationale et certains craignent une implosion. Mais les états-majors des deux partis, l'ANC et l'Alliance démocratique, se sont réunis ce week-end et pour l'instant, c'est le statu quo. Journée de deuil et de colère à Bangui. Les obsèques des lycéens morts lors d'une bousculade causée par l'explosion d'un générateur en plein examen du baccalauréat ont eu lieu ce mardi. Ce drame a coûté la vie à 20 élèves. Notre correspondant Pakom Pabanji s'est rendu dans la famille de l'une des victimes. Écoutez-le. On a mal. Avant, il y avait des militaires, des soignants, des ambulances. Là, rien. Nos enfants ont composé sans aucune protection. Tu élèves ton enfant depuis la maternelle et elle meurt comme ça. Et on reste en Centrafrique avec cette question. Où en est la sécurité fluviale dans le pays, un an après le drame qui a coûté la vie à une centaine de personnes sur la rivière Mpoko, près de Bangui. Sur le terrain, peu de choses semblent avoir changé, comme l'ont constaté nos correspondants Cyril Jefferson Yapende, Jospin Bissi et Makamara. Dans le 6e arrondissement de Bangui, la douleur est encore vive. Il y a un an, c'est tout près d'ici, sur la rivière Mpoko, qu'une balnéaire a chaviré. Avec à son bord des passagers vivants, pour la plupart dans ce quartier. J'ai perdu mes 3 sœurs cadettes ce jour-là. À peine avait-elle quitté la rive que l'embarcation a chaviré. On n'a jamais su pourquoi. Peu après, j'ai vu leur corps sans vie. Depuis, le trafic a repris et les balnéaires poursuivent leur activité, sans bouée ni équipement de sauvetage. Sur les quais, Jean prépare son embarquement. Il charge des produits de première nécessité et autres destinés à approvisionner l'autre rive de l'Ubangi, en direction de la République démocratique du Congo. Nous n'avons malheureusement pas les moyens de fournir des gilets de sauvetage à tous les passagers lors de nos trajets. Le nombre de gilets disponibles est insuffisant pour garantir la sécurité de tous à bord. C'est pourquoi je lance un appel au gouvernement afin qu'il nous soutienne en mettant à disposition des équipements de sauvetage et de protection adaptés. Pourtant, les autorités se félicitent d'avoir agi rapidement et efficacement. Le gouvernement, surtout après le triste événement du 19 avril 2024, a pris 3 mesures. La première, c'était de suspendre la navigation aux menus embarcations et de mettre en place un comité technique chargé d'inspecter toutes les unités qui naviguent sur ces voies d'eau. À l'issue de cette inspection, on a certifié 50 baleinières qui sont actuellement navigables sur nos cours d'eau. La deuxième mesure consiste à la formation des conducteurs des unités fluviales aux règles de la navigation et au respect de la réglementation. Après toutes ces mesures, au jour d'aujourd'hui, on n'a connu aucun naufrage. Aucune enquête n'a été ouverte pour faire la lumière sur le drame d'avril 2024. Pendant que les bateaux reprennent leur route, les familles, elles, attendent toujours des réponses.
Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Khalid Oussi, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.